Voilà. Bienvenue à vous. C'est la première fois qu'on fait ce genre de conférence atelier en visio. Donc là, le sujet s'y prête bien puisqu'on va vous parler de photographie. On va surtout vous montrer des photographies qui sont donc numériques et qui peuvent donc être facilement présentées de cette manière. Moi, je suis Virginie Gensien, je suis archiviste en charge des archives privées, des fonds privés aux archives municipales de Lyon. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Jacques Delorme, qui va se présenter un peu plus longuement après et qui va surtout nous parler des photos qu'il nous a données. Dans un premier temps, simplement pour vous rappeler en gros hein, la marche, les dates et quand est-ce que ça a commencé. Donc on est le 15 octobre 1983. Donc un groupe de jeunes originaires principalement de la banlieue lyonnaise quitte Marseille et entreprend une marche à travers la France avec pour objectif d'interpeller la société française dans son ensemble sur la question des violences racistes et de revendiquer aussi l'égalité des droits pour tous. La marche va durer 8 semaines. Une cinquantaine de villes-étapes vont accueillir les marcheurs autour de moments de rencontres et de débats. Et le 3 décembre 1983, dernière étape de la marche, donc à Paris, plus de 100 000 personnes défilent dans les rues. Donc c'est un moment très très fort puisque au départ ils étaient peu nombreux. Ils sont partis dans l'anonymat et dans une relative discrétion. Et puis à Paris, c'est l'apothéose et le résultat aussi d'un certain nombre de combats. Donc la première question que je vais poser, elle est pour toi, Jacques, notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était ton rôle dans la marche? Au moment de la marche, professionnellement, j'étais un jeune formateur dans un centre de formation continue qui existe toujours, qui s'appelle l'ALPES, Association lyonnaise de promotion et d'éducation sociale. Et j'intervenais dans le cadre il y avait un centre de préformation qui touchait massivement des jeunes issus de l'immigration. On parlait à l'époque de la deuxième génération d'immigrés. C'est leurs parents qui étaient venus travailler en France. Et bon, ces jeunes, ils venaient de tous les quartiers où il y avait une forte concentration de familles immigrées de l'agglomération lyonnaise. Bon, par ailleurs, j'avais eu des engagements militants dans les années qui ont précédé. Entre autres, j'avais participé activement au soutien à la grève de la faim contre la double peine qui avait été réalisée par 3 personnes, dont mon cousin, il faut peut-être le préciser, Christian Delorme, j'ai le même nom que lui, c'est mon cousin Germain. Et donc, j'ai été pas mal engagé à ses côtés dans toutes les années qui ont précédé. Et donc, au moment de la marche, professionnellement, j'étais confronté à des jeunes des quartiers, issus de l'immigration, qui étaient directement concernés par cette marche. Et puis, par ailleurs, j'avais des engagements qui ont fait que tout naturellement, je me suis impliqué dedans. Voilà. Et alors là, ce qu'on va voir, ce sont des photos, parce que j'avais mon activité professionnelle, donc j'étais au départ de la marche à Marseille. Tous les week-ends, je remplissais ma voiture avec d'autres jeunes, d'autres personnes, et on rejoignait les marcheurs. Et à la fin, pendant les 10 derniers jours, j'ai participé à la marche à temps plein. Et sinon, j'y allais tous les week-ends, et puis comme ça, je faisais des photos qui, à l'époque, bon, sans me poser la question de à quoi elles allaient servir. Mais avec le recul, on voit que c'est un intérêt, mais je n'étais pas du tout photographe professionnel, c'était des photos amateurs, et certaines sont de moi et certaines de ma compagne, de ma femme. Voilà, et on en a pris régulièrement tous les deux. Très bien. Et ben, effectivement, la deuxième question que je voulais te poser, c'est comment ces archives sont arrivées aux archives municipales de Lyon? Oui, on est un certain nombre de structures associatives, militantes et puis de personnes à avoir remis des documents. Et c'est un effet d'entraînement. Bon, déjà, mon cousin Christian a remis beaucoup de ses. Lui, il en avait énormément de ses archives personnelles. Il y a comme structure, il y a le mouvement pour une alternative non violente qui a remis aussi toutes ses archives. Il y a, je pense à des personnes comme Jida Tasdate pour pour les jeunes arabes de Lyon et banlieue. Il y a eu, je crois, Bernard Bolz aussi qui a dû remettre des choses, etc. Donc c'est dans ce mouvement-là, on s'en est parlé les uns les autres. Et puis
Moi, j'avais déjà enfin, fait numériser les photos parce qu'il s'en est perdu. J'en avais beaucoup plus que ça. À l'époque, c'était comme on était à l'époque des photos argentiques, et il y a des choses qui ont été perdues parce que j'en ai donné, j'en ai prêté, et certaines sont revenues, certaines ne sont pas revenues. Et à un moment donné, c'est avant les 30 ans de la marche, maintenant on vient de passer les 40 ans, mais avant les 30 ans de la marche, j'avais eu beaucoup de sollicitations et je les avais fait numériser, celles que j'avais retrouvées. Mais il y en a qui ont été perdues, il y en avait beaucoup plus que ça. Et déjà, elles ont servi pour des expositions en région parisienne, pour des débats à travers la France, dans la décennie qui a précédé. Là. Très bien. Eh ben, écoute, merci. On a donc du temps pour vous montrer donc les 130. Alors, on a 131 images. On va pas toutes les regarder maintenant, mais je vais vous partager donc un document que nous avons fait ensemble. Et voilà. Tac. Je vais mettre en pleine page si je peux. Voilà, c'est dans affichage. Plein écran. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous voyez bien le... Oui, c'est bon. C'est bon? Très bien. Oui. Merci. Oui, c'est bon. Ah, bah, très bien. Merci beaucoup. Alors, je reviens en arrière. Juste pour vous dire que on a découpé en gros le propos en 4 parties. Le contexte avec les origines de la marche, les revendications, les acteurs et les étapes principales. Donc, sachant qu'effectivement, on ne va pas regarder les 131 images, mais que c'est un extrait en fait qui a été utilisé. Pour le contexte, voici une des images donc, que Jacques et Bernadette Delorme ont prises. Vous voyez donc ce graffiti raciste, non à l'occupation arabe. Et effectivement, en 1983, on dénombre 21 personnes qui sont tuées pour des motifs racistes, dont des mineurs. Et c'est aussi l'année où le Front National à des élus qui sont, enfin des maires qui sont élus dans des communes. Donc ça, c'est la première fois. Oui, non, il y avait déjà eu. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas eu d'élus. Mais, on a du mal à se représenter. Oui. C'est qu'il y a un candidat Front National, il y a les municipales au mois de mars, comme il va y avoir. Là. Et en mars 83, il y a les élections municipales. Et il y a un candidat Front National à Dreux qui obtient 17% des voix. On a du mal à s'imaginer. Et c'est un cataclysme de voir que ce type de candidat peut avoir 17% des voix. Mais voilà. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas encore d'élus. Bon, bah, 17% par rapport à ce qu'on connaît maintenant, et déjà c'est un cataclysme à l'époque. Donc, voilà, ça c'est pour le contexte national, donc des premiers candidats FN aux élections, donc ils ne sont pas élus, mais 17%, comme le dit Jacques, c'était un cataclysme. Et puis surtout, une situation particulière à Vénissieux. Donc à l'été 83, il y a des affrontements entre des jeunes et des policiers aux Minguettes. Et notamment un des acteurs principaux de la marche, Toumi Djedja, qui est président de SOS Avenir Minguettes, qui est blessé. Et ça, c'est un moment de tension très très fort, sachant que déjà depuis 2 ans, il y a des difficultés. En fait, pour reposer un peu le contexte, François Mitterrand a été élu en mai 81, et dès l'été 81, il y avait déjà eu des premiers rodéos et aux Minguettes. Depuis, il y a eu des événements, des émeutes à travers la France. Mais en 81, c'est les premiers événements, et tout de suite, la presse, surtout la presse à sensation, c'est juste après l'élection de François Mitterrand, vient faire des reportages un peu sensationnalistes sur ces rodéos et puis quelques voitures brûlées. Voilà. Ça commence comme ça en mai 81. Et la tension avec les jeunes des Minguettes, et plus particulièrement au sein des Minguettes,
du quartier de Montmousseau. Pour ceux qui connaissent, c'était un ensemble de tours qui était un peu sur la hauteur, et d'où la plupart des jeunes qui sont à l'origine de la marche, c'est où ils vivaient, la plupart de ces jeunes. Et donc là, il y avait des tensions de plus en plus fortes. Et il y a d'abord une première vague d'affrontements, et surtout la journée du 23 mars 83, de gros affrontements. Et après, donc, plusieurs acteurs se disent, là, on est dans une impasse, il faut réfléchir à une façon d'apaiser et de poser les choses. Et c'est la création de SOS Avenir Maguette, l'association dans laquelle c'est l'initiative de la CIMAD, mais surtout des jeunes du quartier, Toumi Djaïdja, Jamel Attala, et qu'on va retrouver après dans la marche. Et là, il y a une première grève de la faim d'une dizaine de jeunes au mois de mars. Donc, ça permet déjà de poser des choses. Il y a des rencontres par l'intermédiaire de médiateurs. En juin, à nouveau, il y a affrontement. Et là, il y a un maître chien dont le chien vient mordre un jeune adolescent. Et Toumi Djaïdja s'interpose. Et là, un policier tire et il prend une balle dans le ventre. Et il se retrouve sur son lit d'hôpital. Et le point de départ de la marche, il se trouve que plusieurs jeunes étaient allés voir avec Christian. C'était juste au moment de la sortie du film sur Gandhi de Richard Attenborough. Et Christian avait été étonné que les jeunes avaient vraiment été enthousiasmés par ce film. Et au moment où plusieurs se retrouvent dans la chambre de Toumi, il lance l'idée, mais et si nous, on faisait comme Gandhi, si on organisait une marche? C'est parti comme ça, l'idée au mois de juin. Voilà. Et la marche a démarré donc le 15 octobre. Voilà, donc là, on est justement, donc on a eu le recouvrement des graffitis racistes, c'était plutôt pour un peu l'ambiance de l'époque. Et puis là, vous avez donc le rassemblement, alors au départ de la Caillole, parce que justement, c'est un des quartiers de Marseille où, peu de temps avant la marche, un enfant, je crois, un enfant de 13 ans a été tué pour des raisons racistes. Oui, voilà. Donc la marche, elle est partie de Marseille. L'image précédente avec les graffitis, c'est parce que donc il y avait juste un petit comité de soutien. Au départ à Marseille, on n'est pas avec la foule de 100 000 personnes de Paris. On est on va dire, il y a déjà une dizaine de jeunes des Maguettes, des marcheurs permanents, plus Jean Costil, Christian Delorme de la CIMAD, comme marcheur permanent. Il y a deux autres personnes, Didier Platon et le père Pelletier, qui était un prêtre. Voilà. Et donc, c'est tout. Il y a une quinzaine de marcheurs permanents, et plus des gens comme moi, le comité de soutien, et des militants de Marseille. Donc, dans les rues de Marseille, on est 200, 300, pas plus. Et donc, les photos, là, c'est sur la marche à travers les quartiers de Marseille, depuis le Vieux-Port jusqu'au quartier nord. Voilà, donc là, on retrouve à nouveau une image. Oui, c'est ça. Voilà le nombre qu'on était à Marseille. Voilà. Donc, effectivement, ça paraît être un petit groupe, mais voilà, des gens motivés et beaucoup de Lyonnais. Hein, c'est ça aussi qu'on voulait dire, c'est qu'au départ de la marche, il y a… dans les 15 marcheurs permanents, il y a 10 jeunes des Maguettes, et principalement à l'intérieur des Maguettes du quartier de Montmousseau, ce que je disais tout à l'heure. Et puis, il y a deux permanents de la CIMAD, Christian Delorme, prêtre, et Jean Gostil, pasteur. Il y a Didier Platon et René Pelletier, et voilà, c'est tout. Ce sont les marcheurs permanents du départ. Après, tout au long des étapes, plusieurs jeunes vont rejoindre la marche, et après, le groupe va se stabiliser autour d'une trentaine de marcheurs permanents. Donc là, on vous voyait au fond de la salle de conférence de presse le logo, hein, le dessin qui avait été dessiné. Alors, j'ai pas de contact avec cette personne, mais Michel Balme, en fait, c'est un Lyonnais. C'est lui qui a dessiné les baskets savates. Là, on voit pas bien, mais c'est l'affiche emblématique, c'est ça. Voilà. C'était pour montrer que la vie ensemble était possible. Donc, il avait symbolisé ça, et ça a été le thème de l'affiche. Une charentaise à un pied et une babouche à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est un peu… là, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de photos de l'arrière, on va dire, de comment ça se passait au niveau de la logistique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette image où on voit le van qui est utilisé, et on voit à l'intérieur du van, il y a des banderoles, il y a du matériel, il y a la sono au-dessus aussi. Alors justement, pour la logistique, j'ai dit l'idée, elle est partie au mois de juin après l'hospitalisation de Toumi Djaïdja.
Et donc les initiateurs vont rédiger un texte d'appel et qui va être diffusé à un rassemblement au Larzac début août. Et le texte dit, ben voilà, on veut entreprendre une marche pour l'égalité, mais on a besoin du soutien et on va constituer notre itinéraire. Le but, c'est en gros 1 mois et demi et d'arriver, en partant de Marseille, remonter et arriver à Paris, mais les étapes ne sont pas encore clairement définies. Et donc, c'était un appel à la création de comités de soutien et qui est des lieux d'accueil. Et ça a bien fonctionné. Et c'est là que l'itinéraire s'est affiné après. D'accord. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte, mais effectivement, il y a quand même beaucoup de gens qui interviennent. Alors, pas forcément des gens très connus, c'est ce qu'on voulait aussi essayer de représenter via les images de Bernadette et Jacques. Là, par exemple, vous avez un quartier de Villeurbanne qui est représenté. Donc là, on est le 29 octobre, c'est la manif de Lyon, quoi. Oui, c'est parti le 15 octobre, 2 semaines, et la marche arrive à Lyon. Et là, donc les marcheurs sont arrivés la veille aux Minguettes, en passant par Vernaison, en arrivant du sud de Lyon. Et le lendemain, il y a appel à une manifestation. Il pleut ce jour-là, je me souviens bien, il pleuvait. Et il y avait 4 ou 5 itinéraires convergents pour arriver place Bellecour et rejoindre les marcheurs place Bellecour. Et là, j'étais à rue Olivier de Serres, qui était c'est un quartier un peu symbolique parce que c'était un quartier ghetto. Maintenant, on n'est que quelques-uns à s'en souvenir, mais ça a beaucoup marqué les Lyonnais, les personnes de Villeurbanne à l'époque, le quartier Olivier de Serres, et il a été totalement détruit. Il y a déjà une partie des immeubles qui avaient été détruits là c'est un des immeubles qui reste, et il a été totalement détruit 2 ans plus tard, ce quartier Olivier de Serres. Et là, il y a une des jeunes qui organise cette manifestation au départ d'Olivier de Serres qui va rejoindre la marche. C'est Fatima Mehalel. On va la voir plus loin parce que du coup, on l'a bien identifié dans les acteurs et les actrices. Donc là, au centre, vous voyez donc Jamel Attala, qui est donc un des jeunes des Minguettes. Ouais, c'est même un des leaders, on va dire. Là, oui, ouais. On a parlé de Toumi, voilà, sur son lit d'hôpital, et puis un de ses meilleurs amis à l'époque, c'est Jamel. Et Jamel, c'est vraiment on va dire, un des leaders avec Toumi de la marche. Et là, Toumi, on le voit à gauche de la photo. Christian Delorme et Patrick Henry, qui étaient aussi du quartier des Maillettes. Et dans le coin, vraiment en bas à droite, vous avez le profil de René Pelletier et ses lunettes. Mais là, il faut vraiment chercher. Voilà. En tout cas, finalement, des photos de Toumi Djedja, on n'en a pas tant que ça. Donc voilà, c'était important qu'il soit représenté. Là, donc celle-ci, c'est à l'arrivée. Hein. Je suis pas sûr que non, c'est pas à l'arrivée. C'est à l'arrivée. Ah, alors est-ce que c'est à Paris? Si, bah oui, si c'était mis, oui. Oui. Oui, parce que comme c'est zoomé, oui. Oui, ben là, on voit plusieurs marcheurs permanents. Farid Harar, celui de gauche. Il y avait 2 Farid. Il disait Farid le blond et Farid le brun. Mais ça, c'est Farid Harar, le blond. Il y a Malika Boumedienne là, qui avait rejoint la marche. Dans la vallée du Rhône, elle est d'Annonay. Il y a le Bouzid qui avait rejoint à Aix-en-Provence, Patrick Henry qu'on a déjà vu, et Nacera un peu plus loin. Voilà. Là, c'est à l'étape de Grenoble, Jean Costil, pasteur Jean Costil, qui intervient là, devant la foule. Et lui, c'est un des acteurs. Enfin, voilà, c'est. Déjà, j'ai évoqué la grève de la faim de mai 81. Donc, il effectue la grève de la faim contre les expulsions au moment de l'élection présidentielle avec Christian Delorme et Hamid. Ils vont quand même obtenir satisfaction au moment de cette grève de la faim. Et c'est dans la foulée de cet engagement autour de la grève de la faim, donc ils vont être vraiment les personnes en soutien à tous les mouvements qui se créent de jeunes issus de l'immigration. Voilà, on revoit Jamel avec Marie-Laure, qui était une élève éducatrice. Il y a 2 élèves éducatrices qui sont venues dès la première semaine
rencontré la marche en disant, ben, nous, on a un stage de fin d'études à réaliser, notre école est d'accord et on aimerait bien le réaliser en participant à la marche. Et donc voilà, on a eu deux jeunes éducatrices en formation qui ont rejoint. Et puis dans la marche, il y a aussi des gens qui sont restés, enfin des marcheurs, marcheuses qui sont restés un peu anonymes, quoi, comme Ouais. cette personne. Bah, plus ou moins, c'est-à-dire Ouais. qu'après, elle faisait partie des marcheurs, mais elle a rejoint au moment de l'étape à Valence. Ouais. Ouais. Et là, vous avez donc justement une personne qui a beaucoup participé, mais qui a disparu en fait après la marche. C'est ce que Oui, tu oui, disais, Boujma, ouais. il a rejoint la marche dans la vallée du Rhône et on pense c'était un jeune. On n'a jamais su exactement d'où il venait. On savait pas. Il avait l'accent du pays d'origine. Il n'était pas du tout comme les autres enfants d'immigrés. On ne savait pas s'il avait un visa touristique ou s'il était en demande de papier. Voilà. Et il a suivi la marche tout au long et après il a disparu à la fin de la marche. Mais quand même, du coup, Ouais. des gens comme ça qui ont fait Ouais. toute Ah cette ouais, marche et qui ont complètement, ouais. disparu, Ouais. bon, en tout cas, il avait sûrement ses raisons. Et puis, il y a aussi des soutiens plus Bah, médiatiques. oui, c'est-à-dire qu'il y a des soutiens spontanés, des soutiens un peu provoqués. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la marche prend de l'ampleur, que la presse en rend compte, presse écrite, presse radio, télévisée, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais donc la presse avait une importance très forte. Il y a les ministres sont interpellés, et puis donc Georgina Dufoy, qui est ministre des Affaires sociales, qu'on voit sur la photo de gauche, déjà son chef de cabinet suivait de près, et il était au démarrage de la marche à Marseille, c'est Jean Bloco. Et donc Georgina Dufoy, elle vient rencontrer les marcheurs lors de l'étape à Strasbourg. Et là, c'est la photo de gauche. Bon, là, à droite, c'est un écrivain inconnu, Tahar Benjeloun, qui est à l'Académie Goncourt. Là. Et puis, il y a un jeune sociologue marocain, là, qui était, à l'époque jeune, parce que maintenant, comme nous-mêmes, ils sont plus tout jeunes, Adil Jazouli. Voilà. Et puis, voilà, les gens qui vous accueillaient aussi à chaque étape. Voilà. Il y a souvent des photos de ce type. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des soutiens locaux. Là, c'est dans le cortège de la manifestation à Paris, c'est le comité de soutien parisien. Et avec, oui, comme c'est mentionné, ils brandissent les noms des victimes de racisme de l'année écoulée. Oui. Voilà, on est passé un peu vite au début, mais on a vu les personnes qui se recueillaient à Paris ce jour-là. Pour passer un petit peu, enfin pour terminer un peu sur ces quelques images qu'on vous présente, par rapport aux étapes, donc évidemment ça, c'est quelques minutes avant le démarrage de la marche au Vieux-Port de Marseille. Et surtout que le reportage qui nous a été donné, il n'est pas exhaustif dans le sens où il n'y a pas toutes les étapes, parce que tu disais j'étais pas toujours. Oui. Voilà. Au début, comme je travaillais, je partais du vendredi soir et je rentrais les dimanches soirs ou les lundis matins. Mais néanmoins, dans le fond donc, des photos que tu nous as données, ce qui est le plus représenté finalement, c'est Marseille, le départ. Et puis, pour le coup, il n'y avait pas peu de photographes professionnels à ce moment-là parce que la presse était peu présente. Il n'y avait que la presse locale de Marseille et ça avait pas encore, il n'y avait pas encore l'ampleur médiatique qu'il y a eu par la suite. Après, on avait la télévision, on avait les grands journaux nationaux, Le Monde, Libération, etc. C'était pas le cas au démarrage. L'étape lyonnaise aussi, elle est. Ça, c'est l'arrivée aux Maguettes. Voilà, donc on a pas mal de photos à Vénissieux, Olivier de Serres, il y en avait beaucoup aussi. Et puis des photos qui paraissent assez sombres, hein. Celles que vous avez vues qui étaient plus claires, en fait, elles ont été retravaillées par Florence Bruni, qui les a utilisées dans un documentaire. Voilà, celle-ci, par exemple, elle est un petit peu plus claire et je pense qu'elle a dû être réutilisée. L'étape de Grenoble aussi est bien représentée dans ces archives. Grenoble, ils avaient fait fort. C'est-à-dire qu'il y avait pratiquement plus de monde. C'était le lendemain de l'étape de Lyon, ou le surlendemain, mais il y avait énormément de monde. Le comité de soutien de Grenoble avait fait un gros travail.
Ça, c'est la soirée à Grenoble. Strasbourg aussi, C'est à Strasbourg, oui. beaucoup Bon, ben là, c'est représenté. le débat avec Georgina Dufoy. Et puis ce moment assez marquant aussi. Oui, alors à Strasbourg, 2 jours avant l'arrivée à Strasbourg, il y a un meurtre horrible dans un train des légionnaires qui ont défenestré Habib Gemzi. Et là, ça a démoralisé complètement les marcheurs en disant mais à quoi ça sert? Et enfin, plusieurs, il y a eu des débats, il y a eu un gros coup de déprime. Et donc, bon, après, discussion, le moral est revenu, mais c'était quelque chose d'horrible. Et là, il y a eu dépôt de gerbe à Strasbourg et une marche au flambeau nocturne. Et là, c'est le dépôt de la gerbe. Et puis, bah, vu qu'on arrive déjà quasiment au bout de notre demi-heure, bah, on termine aussi avec une image de Paris, puisque effectivement, c'est le point final de la marche, donc le 3 décembre, avec effectivement 100 000 personnes et un pari quand même réussi, quoi, ouais. Oui, puis une délégation est reçue par François Mitterrand. Donc, les revendications, elles étaient très globales. C'était une demande de reconnaissance de la société française, des autorités, l'égalité d'accès aux droits. Il y avait beaucoup de revendications qui tournaient autour de la question de la justice, la répression policière et de la justice. Et donc, parmi les revendications, il y en avait d'autres qui concernaient toutes les populations immigrées ou issues de l'immigration. Et donc, Mitterrand, comme geste, comme décision symbolique, il octroie la carte de 10 ans, qui était une des revendications. Mais beaucoup des comités de soutien, plus que des jeunes eux-mêmes, puisqu'eux, ils n'étaient pas concernés par la carte de 10 ans. Mais ça a eu une importance énorme par rapport à tous ceux qui devaient sans cesse renouveler leurs papiers. Eh ben, écoutez, voilà, c'était vraiment un survol, hein, comme on vous l'expliquait, c'est une petite partie des images qui doivent exister sur la marche. En tout cas, 40 ans après, je pense qu'il était vraiment temps que ces images deviennent plus accessibles, même si tu disais que tu en avais prêté quand même un certain nombre. Donc là, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que ces images, elles vont être publiées sur le site internet des archives. Donc si jamais vous avez besoin de vous y référer, elles seront accessibles probablement à la fin du mois. Et si vous avez besoin aussi, je peux vous envoyer un lien direct vers les images. Si vous voulez nous poser des questions, poser des questions à Jacques surtout, je vous invite à ouvrir votre micro, puisque au final, vous étiez deux courageux à nous écouter et à prendre du temps pour vous intéresser à ce sujet de la marche. En tout cas, on vous écoute. Voilà. Et si vous n'avez pas d'autres questions, il n'y a pas de problème, hein. On vous laissera reprendre votre activité. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense même qu'une demi-heure, c'est court. C'est vrai que on aurait bien passé une deuxième demi-heure à vous écouter et à découvrir les images. Et je veux bien un lien si c'est possible quand vous mettez les photos en ligne. Oui, d'accord, très bien. Et ben, je vous l'enverrai avec Mm. plaisir. Non, sachant qu'il y en a 130 hein, en réalité, là, Mm. là, vous en avez vu quoi, une Oui. vingtaine, je ne sais plus. Oui, Ouais, une grosse vingtaine. ouais, Voilà. ouais. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais moi j'ai travaillé au musée de l'immigration jusqu'à il y a un an. Et D'accord. dans le cadre des 40 ans de la marche, on avait monté un groupe de travail. Il y avait des gens des archives de Lyon qui étaient là. Et j'avais essayé de repérer les différents fonds photos qu'il y avait sur la marche. J'avais entendu dire par Christian Delorme que son cousin allait déposer les archives, les photos aux archives. Donc, je suis très contente de les découvrir parce que c'est des photos que je ne connaissais pas. D'accord. Et pourtant, elles avaient tourné pour les 30 ans de la marche à Paris et banlieue parisienne. Mm. Il y avait eu bon, c'est l'ancien comité de soutien parisien, là, je ne sais plus le nom de la personne, qui les avait largement diffusées là-bas. Ouais. Mais elles avaient tourné dans des bibliothèques, dans plusieurs salles pendant pratiquement 2 mois. Mm.
Mais là, c'est vrai que les institutions patrimoniales essayaient de faire un peu des recensions de ce qui existait chez les uns, chez les autres. Mm. Et mes collègues du musée, c'est Edia Yels Chaouch qui s'en occupe maintenant, qui est en charge des collections au musée. On avait fait une interview de Christian Mm. pour collecter aussi la mémoire Oui. tant que c'était encore possible. Oui, puis c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que à un moment donné, quand j'étais un peu perdue dans le traitement des images, j'avais demandé donc à Christian, Jacques et encore à une autre personne de regarder avec moi des images pour les identifier précisément. Et quand ils ont commencé à confronter leurs souvenirs de la marche, c'était hyper intéressant de voir que bah, chaque personne a vécu une marche différente, Mm. même s'il y a des grandes lignes. Et des moments particuliers, en fait, chacun a sa propre expérience. Oui, tout à fait. Mm. Surtout 40 ans après. Oui, voilà. C'est- Mais on avait c'est- des contacts avec Farid Lawa, mais qui était venu à la dernière, à une conférence qu'on avait faite il y a quelques ouais, mais mois c'est déjà. pour les 40 ans Voilà, au musée Gardin. c'est ça. Mais Farid Lawa n'a pas donné suite, alors peut-être qu'il contactera le musée de l'histoire. Alors, De... on l'avait rencontré. Alors, moi, j'ai fait pour le musée un petit film qui est en ligne sur la chaîne YouTube du musée qui s'appelle Regard de photographe sur la marche. D'accord. Et dedans, alors on avait travaillé avec Amadou Gaye parce qu'au musée, on a des photos en collection de Amadou Gaye. Pierre Siot pour Marseille, qui était effectivement, vous disiez Jacques qu'il n'y avait pas beaucoup de photographes professionnels à Marseille. Et Pierre était, je crois, le Le seul seul. professionnel, entre guillemets, puisqu'il était Ouais, photographe pour l'AFP. ouais, ouais. Donc, hein, on avait réussi à interviewer Farid Lawa. Donc, et on a mis quelques-unes de ces images. Et une autre photojournaliste qui a fait que Paris, qui s'appelle Joss Drey, voilà, D'accord. qui elle a couvert l'arrivée de la marche à Paris. Mhm. Mhm. Bon, il y en a plein d'autres de photographes Mm. parce qu'il y en a eu tout au long, mais après, Ouais. alors ils travaillaient soit directement pour des journaux, pour des agences de presse. Ouais, Mm. donc il y a des droits sur les photos, et puis après, je sais pas comment ça a été classé. Oui, oui, il y a des droits. Et puis, c'était un peu, on finit ce petit film qu'on a fait en disant, voilà, ce serait vraiment très intéressant que et les institutions patrimoniales et les fonds privés se rassemblent pour essayer au moins qu'on ait une recension de toutes les photos qui existent. Mm. Ce qu'il faudrait retrouver, je sais pas si c'est il y avait le journal Sans frontières, ça vous parle? Oui, 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 tout à Ouais, fait. parce qu'il y a eu un numéro Oui, à la fin Mm. en grand format là où il y avait plein de photos, oui, oui, dont oui, tout à fait. Dont dont des certaines de miennes, vous, oui, 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 oui. des miennes et dont des miennes qui ne sont pas aux archives municipales, parce Oui. que dont certaines qui ont été perdues entre temps. Alors, on a un exemplaire au musée. Et Ouais, si je ne m'abuse, il a été donné par Christian Delorme. Oui, ouais. on en a un Donc, aussi. Moi j'en ai ouais, un, j'ai le ouais. mien perso Mm. parce que ça avait été remis à chaque marcheur et voilà, au moment de la sortie Et du journal. il a aussi été numérisé et il est en ligne sur l'ancien portail de l'association générique Odysseo. Mm. Hmm. Euh, Ouais, ouais, mais effectivement, ouais, c'est une très très belle trace Mm. ouais. photographique Ouais, puis de là, la c'était à marche. chaud. C'est sorti, si mon souvenir est bon, 15 jours, 3 Mm. semaines après l'arrivée de la marche. Mm. Il était sorti, ce document. Très bien. Voilà. Bah écoutez, merci vraiment de votre participation. Merci à vous. Et on peut vous demander où vous êtes maintenant? Maintenant, je suis au SIAF, au Service interministériel des archives de France. Ok. Et alors, rien à voir particulièrement avec la marche, mais je me disais que on pouvait essayer d'imaginer des choses pour les bicentenaires de la photo, parce Oui, je travaille sur le portail France Archives d'accord. et on aimerait bien mettre en valeur un certain nombre de fonds photos. Mhm. Donc, ben, peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter, parce que c'est pour l'automne 2026, donc on a encore un peu de temps. Oui, alors nous, on est en avance. Oui, On a inscrit cette programmation sur les 200 ans de la photo dès maintenant, en fait, mais c'est 2025-2020. comme ça que je suis tombée dessus, je vous avoue. Bon, bah ça va alors, ça a Ouais, servi à ça au moins. ouais. Très bien. Et ben écoutez, je sais pas si Franck voulait poser une question aussi.
Non, juste vous remercier pour cette présentation. C'est vrai que sur un tel sujet, j'ai pas vu passer la demi-heure et que une demi-heure de plus, ça aurait été volontiers, mais c'est déjà très bien. Et puis, bon, comme je travaille aussi aux archives, je suis collègue de Virginie, j'aurai l'occasion de voir un peu plus en détail toutes ces images. Donc, voilà, merci encore. Eh ben, merci à vous. Merci. Donc, on retient qu'une demi-heure, ça peut être, c'est peut-être un peu court. Mm. Vous étiez les premiers, hein. Vraiment, c'est la première fois qu'on fait ça. Et la prochaine édition, c'est le 8 janvier. Cette fois, je serai avec Kevin Carpin, qui est photographe professionnel, spécialiste des souterrains et qui a photographié un abri de défense passive qui existe encore, mais qui est pas accessible au public. Et donc, grâce à sa photographie des souterrains, on peut visiter un abri de 1944. Voilà. Bah, Si je ça vous je intéresse. note la date. Donc là, c'est un photographe professionnel et il nous verse en fait régulièrement des reportages au fur et à mesure qu'il repère des lieux à photographier. Donc là, on a un abri souterrain sous un immeuble d'habitation Cours Lafayette en plein centre de Lyon et un autre abri qui est au Conservatoire national de musique et de danse à Lyon, donc sur les quais du Rhône. Voilà, si jamais vous êtes disponible et intéressé, ce sera avec plaisir. C'est le même système pour les inscriptions. Et Très bien, puis, j'ai noté la date. voilà. Et ben, merci beaucoup et ben, on vous souhaite une bonne après-midi. On Merci. va arrêter Merci à vous aussi. la visio. Bon Au revoir. après-midi, au revoir. Au Au revoir. revoir.